Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour votre édition de 15 heures. Nous verrons ensemble donc ces titres. Le chef de l'État, chef du gouvernement, Ismaël Marguerite prend part au sommet historique entre l'Union africaine et l'Union européenne en Angola. Et aux nouvelles du monde, nous verrons que le chef d'état-major du Hezbollah a été tué dans des frappes israéliennes. Merci si vous nous rejoignez. Les dirigeants africains et européens se sont réunis hier matin à Luanda pour le sommet de l'Union africaine, l'Union européenne. Ce sommet qui va durer 2 jours vise à renforcer les liens économiques et politiques entre les deux continents. Plus de 80 chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la tête d'une importante délégation, participent à cette rencontre où les discussions porteront principalement sur le commerce, l'immigration et l'accès en matières premières essentielles. Mais qui coïncide avec les 25 ans de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Les dirigeants des deux continents entendent redéfinir leur coopération dans les domaines stratégiques comme la paix, le commerce, la santé et le multilatéralisme. Selon les estimations des experts et analystes publiées en 2023, l'Union européenne demeure le premier continent à commercer donc avec le continent africain. Sous l'égide du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la République Djibouti s'impose comme un acteur majeur en tant que sur le continent africain, qui s'impose donc comme un acteur à l'échelle mondiale. Cette position privilégiée s'explique grâce à sa position géostratégique et à son rôle pour la promotion des domaines stratégiques, notamment l'économie, les transitions énergétiques ainsi que l'usage des dialogues pour la résolution des différents objectifs auxquels adhèrent pleinement l'Union africaine et l'Union européenne. Et en marge de sa participation au 7e sommet Union européenne-Union africaine à Luanda, en Angola, le président de la République a adressé un discours mettant en avant les enjeux de la paix, de la sécurité, du multilatéralisme au cœur des relations entre l'Afrique et l'Europe. Écoutons la première partie relue par Sematar Saïd. Louange à Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Monsieur l'éco-président, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission de l'Union européenne, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose de remercier mon frère et président de la République d'Angola, João Lourenço, ainsi que le peuple frère angolais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, ainsi que pour l'organisation exemplaire de cette rencontre. C'est avec un plaisir et un optimisme renouvelé que je prends part à ce 7e sommet Union européenne, Union africaine, ici à Luanda. Les assises de ce 7e sommet interviennent à un moment où nos deux continents sont confrontés à des défis majeurs, mais elles offrent également des opportunités déterminantes pour l'avenir de nos peuples.
Je salue ici la volonté politique engagée de concertation et de coordination qui nous anime et qui nous réunit ici aujourd'hui. Depuis le 6e sommet Union européenne-Union africaine de Bruxelles en 2022, qui a marqué le lancement de la vision commune 2030, nos relations avec l'Union européenne ont franchi une étape décisive. Cette vision constitue aujourd'hui la feuille de route stratégique d'un partenariat modernisé, équilibré et orienté vers des résultats concrets dans un monde marqué par la fragmentation géopolitique, l'érosion du droit international et la multiplication des crises. L'Afrique et l'Europe doivent demeurer les défenseurs résolus d'un multilatéralisme renouvelé, inclusif et efficace. Nous partageons la responsabilité de préserver un ordre international fondé sur des règles, la coopération et le respect des souverainetés. Monsieur les coprésidents, je voudrais ici aborder un sujet qui engage directement la stabilité internationale, à savoir la sécurité de la mer Rouge. Cet espace maritime n'est pas un simple couloir logistique. Il représente une artère vitale du commerce international, un pivot de la sécurité énergétique et un point de jonction stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Vous êtes tous conscients, depuis la fin de l'année 2023, la navigation dans la mer Rouge fait face à des menaces graves, notamment des attaques armées contre les navires, des tensions régionales persistantes et une ressurgence de la piraterie dans le golfe d'Aden. Ces actes ont perturbé les chaînes d'approvisionnement internationales, accru les coûts du transport maritime et fragilisé les économies des deux continents. Djibouti, situé au cœur du détroit de Bab el-Mandeb, assume pleinement ses responsabilités d'État riverain. Cependant, nous rappelons que la stabilité et la sécurisation durable de la mer Rouge ne pourraient être obtenues que par une approche collective, structurée et inclusive, fondée sur une coordination étroite entre l'Union africaine et l'Union européenne. La sécurité de cette voie maritime stratégique doit devenir une priorité conjointe. Et dans la seconde partie de son discours, le chef de l'État stipule que le contexte international est marqué par une profonde mutation et par la nécessité d'une coopération renforcée entre les deux continents. Je vous propose de réécouter son discours. A souligné le rôle déterminant de cette organisation pour la paix et la stabilité de la Corne de l'Afrique. En 2022 et 2025, notre région a été profondément affectée par la guerre au Soudan, la situation fragile au Soudan du Sud, la pression migratoire avec près de 300 000 migrants sur notre territoire, ainsi que la résurgence de l'insécurité maritime. Face à ces défis, l'IGAD demeure la plateforme régionale la plus crédible pour la médiation, la diplomatie préventive, l'alerte précoce, la sécurité frontalière, l'intégration régionale. Nous appelons nos partenaires européens à renforcer leur appui en cohérence avec les inclusions et les conclusions du dialogue Djibouti-Union européenne de mars 2024 et des engagements pris lors des consultations de mai 2025. Enfin, nous ne pouvons plus nous permettre de répondre à nos défis communs par des actions fragmentées ou ponctuelles. Ce sommet doit être un moment de lucidité, de responsabilité, un moment qui permette de redéfinir les bases d'un partenariat renouvelé, qui mette au centre de l'investissement stratégique la transformation économique. La République de Djibouti demeure pleinement engagée à œuvrer avec l'ensemble de ses partenaires africains et européens afin de faire du partenariat Union africaine-Union européenne un modèle de coopération moderne, équilibré et anticipatif. Je vous remercie. Et à l'issue de ce sommet, l'Union africaine, l'Union européenne, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre entre les deux chefs d'État a servi de cadre à l'évolution des relations et liens privilégiés qui existent entre la République de Djibouti et l'État français. Au cours de cet entretien, les échanges ont été axés sur les voies et moyens d'approfondir les coopérations et rehausser le niveau d'échange et de collaboration dans différents domaines névralgiques pour les deux États. L'importance de ce sommet Union européenne, Union africaine pour de relancer donc la coopération stratégique et redynamiser les échanges économiques, commerciaux à l'ordre de ce sommet. Donc cette rencontre a également s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux visant à renforcer la coopération entre Djibouti et la France et les relations politiques, économiques, culturelles et de longue date. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son homologue français ont réitéré leur volonté commune de poursuivre leur partenariat.
Autre nouvelle du pays, le Premier ministre, chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a ce matin, au salon d'honneur de la primature, reçu le nouveau ambassadeur japonais. Venu présenter ses civilités à l'occasion de sa prise de fonction. L'entretien a porté sur le renforcement des coopérations entre les deux États. Les échanges ont également mis en relief le rôle central de Djibouti dans la sécurité maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, en lien avec la présence des forces d'autodéfense japonaises engagées aux côtés de la communauté internationale dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme et les trafics illicites. Les deux parties ont évoqué la reconduction en 2026 de l'accord de stationnement de base militaire japonaise à Djibouti, symbole d'un partenariat fondé sur la stabilité, la confiance et la solidarité régionale. Merci de nous rejoindre. Le Japon donc demeure un partenariat stratégique et majeur pour Djibouti, intervenant dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'éducation, l'énergie, la sécurité maritime. La nomination de ce nouvel ambassadeur chevronné issu au cœur de la diplomatie économique. Finance cette fois-ci en marge du sommet sur l'industrialisation. La délégation djiboutienne conduite par le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Ilyas Moussa Douale s'est entretenu récemment à Riyad avec le ministre adjoint saoudien des Finances, Abdullah Ibn Zarad. Au menu des discussions, le renforcement des coopérations économiques entre les deux pays. Djibouti souhaite bénéficier d'un appui technique et financier plus marqué par l'Arabie saoudite, notamment pour développer ses infrastructures et son secteur industriel. Le ministre de l'économie djiboutien a insisté sur un point clé: moderniser et renforcer la capacité des administrations publiques djiboutiennes afin d'attirer davantage d'investisseurs. Il y a toujours Ilyas Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, s'est entretenu avec Stefano Gatti, directeur général de la coopération internationale de l'Italie, envoyé spécial lors de la réunion à la résidence de Djibouti à Riyad. Cette rencontre a également vu la participation de Diaïdine Bamakrama, l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que Madame Alexandra, représentante résidente du PNUD à Djibouti. La réunion a permis d'échanger des discussions constructives sur le renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et l'Italie. Les participants ont exploré des opportunités en collaboration avec plusieurs domaines clés, notamment l'éducation, le développement durable et la formation professionnelle visant à soutenir le développement socio-économique de Djibouti. Le ministre a souligné l'importance de cette rencontre comme un facteur d'initiative bénéfique pour les deux pays, affirmant ainsi que le renforcement des coopérations entre l'Italie est essentiel pour atteindre les objectifs de développement économique de Djibouti. Éducation cette fois-ci, donc le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, et l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti ont procédé ce matin au lancement officiel des travaux de la construction de nouveaux dortoirs au sein de l'école d'excellence de Belbela PK13, cérémonie qui s'est tenue dans l'enceinte de l'établissement en présence de Aden Hussein Abdillahi, l'ambassadeur Djibouti en Turquie, du président de Sereli Group, ainsi que des hauts responsables du même FUB. Ce projet d'envergure entièrement financé par un don de la société de Rayleigh Group de la République Djibouti, qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des infrastructures éducatives nationales. Elle vise à améliorer de manière significative les conditions d'hébergement, de vie des élèves de cette école emblématique. Le programme prévoit la construction de 3 blocs de dortoirs modernes avec une superficie de 390 mètres carrés, offrant une capacité d'accueil de 108 élèves. Dans son allocution, l'ambassadeur a exprimé sa satisfaction à participer à cette initiative qu'il a décrit comme témoignage concret de l'amitié profonde entre les deux nations. Il a salué l'engagement partagé en faveur de l'éducation, rappelant que ce secteur constitue une priorité stratégique en tant que Djibouti pour la Turquie. Prendre la parole à l'occasion de l'inauguration officielle de ce projet qui est offerte par le cœur du peuple turc au peuple djiboutien par la voix
de la société ERSA. Ce projet reflète la volonté commune de nos deux pays de placer l'éducation au cœur de leur vision pour l'avenir. En investissant dans les jeunes générations, nous investissons dans un avenir où la connaissance, la tolérance et la coopération prévalent sur l'ignorance et la division. La République de Turquie et la République de Djibouti entretiennent les relations fondées sur l'amitié, la solidarité et le respect et confiance mutuelle. Notre partenariat dans les domaines de l'éducation, de la culture, mais aussi du développement, par la présence de M. Sarayli ici, traduisent notre engagement à bâtir ensemble un avenir meilleur. Vive la Djibouti, vive Turquie, vive l'amitié turco-djiboutienne. Voici l'intervention du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Hamoud, qui a souligné que la pose de la première pierre marque une avancée majeure de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. On l'écoute. Aujourd'hui, en lançant la première phase du projet de construction des dortoirs de l'école d'excellence, nous posons un acte fort qui s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État. Une vision qui place le capital humain, la jeunesse et la qualité de l'éducation au cœur du développement national. Nous donnons à chaque enfant la possibilité de s'épanouir et de réaliser pleinement son potentiel. En posant donc, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, cette première pierre, nous réaffirmons que le gouvernement met en œuvre avec détermination, en partenariat avec les pays amis, la vision du chef de l'État pour une nation où chaque enfant, sans distinction, peut espérer grand, apprendre mieux et réussir pleinement. Enfin, je voudrais ici remercier vivement M. Sarohan, directeur de l'entreprise Sarayli, pour son parcours et sa collaboration précieuse dans la réalisation de ces projets. Je remercie également le peuple turc, frère, ainsi que bien sûr les autorités turques représentées ici par son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Donc encore une fois, merci à eux, merci aux ingénieurs, merci donc aux ouvriers qui sont en train de bâtir cette première phase, donc comme on l'a très bien dit, du dortoir de l'école d'excellence. National, toujours dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale de handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie officielle consacrée à la nomination du président du Réseau national des personnes handicapées. Cette cérémonie marquant une étape importante dans le renforcement de la représentation et de la structure du mouvement associatif des personnes en situation de handicap s'est déroulée en présence du directeur général de l'LPH, de Ali Saïd Mahmoud, du secrétaire général du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmed Orsama, du président de la commune de Babla, de la directrice des bureaux de Qatar Charity, également autres représentants de l'ANPH. Au cours de l'événement, plusieurs allocutions ont été soulignées et le rôle crucial du Réseau national des personnes handicapées dans la coordination des organisations œuvrant pour l'inclusion ainsi que l'engagement continu de l'ANPH a accompagné et a soutenu les initiatives destinées à améliorer le bien-être des personnes à besoins spécifiques. La cérémonie s'est clôturée par une signature de protocole d'accord entre l'Agence des personnes handicapées et le Réseau national des personnes et du Réseau national donc des personnes handicapées. Ici, aujourd'hui, nous réconforte énormément étant des personnes à besoins spéciaux. Aussi, vous avez consacré une partie de votre temps pour participer avec nous à l'intronisation du nouveau comité de réseau. Un bref rappel de l'histoire de l'handicap. L'handicap a connu 3 étapes. Dans l'Antiquité, comme vous le savez, toute personne handicapée était rejetée, exclue du reste de la société. Au Moyen-Âge, les pays développés commençaient à accepter les handicapés en tant qu'êtres humains et en créant un certain droit pour les personnes à besoins spéciaux. Une autre intervention de cette journée, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmed Orsama, a souligné l'importance de cette cérémonie qui est consacrée à la nomination du président du Réseau national des personnes handicapées. On l'écoute.
Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour la cérémonie de signature de la convention entre votre institution, donc l'ANPH, et le réseau pour les handicapés. Pour les ministères des Affaires sociales et des solidarités, on est, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, était l'une des institutions qui travaillait plus avec les personnes handicapées. Nous avons soutenu les initiatives émanant des associations de l'handicap. Nous les avons également structurées en regroupant bien sûr les associations actives. À l'époque, je me rappelle, à travers notre agence de développement, nous avons construit le local qui abrite également le réseau. Nous avons fait beaucoup de communication pour que la population travaille à côté de ces associations. Donc vraiment, la thématique de l'handicap, c'est partie intégrante de la politique sociale du gouvernement, surtout la politique sociale menée par le ministère des Affaires sociales et des solidarités. Donc aujourd'hui, on est à la semaine nationale, donc vous célébrez votre 7e édition. Donc, dans un premier temps, je vous félicite, monsieur le directeur général. Depuis la création de l'agence, vous avez fait beaucoup. Nous avons suivi toutes vos activités et l'handicap aujourd'hui occupe une place prépondérante dans la politique sociale. Autre nouvelle depuis le ministère du Commerce et du Tourisme a organisé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton un atelier national consacré à la mobilisation de l'assistance technique et du renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges. Cet événement majeur organisé en partenariat avec Trademark Africa, l'Organisation mondiale du commerce de l'OMC, l'Agence française de développement, l'AFD, a réuni un large panel de participants, dont les représentants d'institutions publiques, experts nationaux, partenaires techniques et acteurs clés du commerce. L'atelier a débuté par une première session dédiée à l'avancement des travaux planifiés liés à l'AFE. Cette mise à jour permet de rappeler le progrès réalisé en soulignant les défis structurels et opérationnels nécessitant un accompagnement renforcé. Les experts des organisations partenaires ont mis en avant les mécanismes de collaboration disponibles pour soutenir le gouvernement de la consolidation des capacités nationales. Les participants ont également examiné les réformes clés et appuyé dans le cadre des futures interventions. L'accent a été mis durant cette journée sur la nécessité d'une coopération et coordination étroite. Atelier qui a constitué une plateforme essentielle pour définir les actions prioritaires et mobiliser les ressources nécessaires. Restant toujours dans le pays, le nouveau préfet de Djibouti-Ville lance sa première visite de prise de contact. Le nouveau préfet de Djibouti-Ville, Abdi Hassan Ahmed, a effectué ce matin sa toute première visite officielle destinée de prise de contact avec les différents services de la préfecture ainsi que la sous-préfecture du 1er arrondissement. Cette tournée inaugurale visait à rencontrer les responsables administratifs et de s'imprégner du fonctionnement des services ainsi que réaffirmer les priorités stratégiques en matière de gouvernance locale, de proximité avec les administrés et l'amélioration et l'efficacité de l'administration. Tout au long de sa visite, le préfet a échangé avec les équipes sur les défis actuels, les besoins opérationnels, les mesures de renforcement pour optimiser la qualité des services rendus à la population. Il a également exprimé sa volonté d'instaurer une dynamique fondée sur la collaboration, la transparence, la cohérence entre les différents acteurs institutionnels. Le préfet de Djibouti-Ville a commencé sa tournée auprès des différents départements et services de la préfecture de Djibouti-Ville, accueilli en grande pompe avec ses partenaires. Le préfet a salué l'engagement des agents et souligné l'importance du travail de coordonner, être rigoureux dans ses fonctions. L'ONG PLA a organisé une assemblée générale du Forum des associations. Ce Forum des associations et ONG
pour le développement durable a tenu ce lundi son assemblée générale annuelle, un rendez-vous majeur qui a rassemblé ses membres ainsi que de nouvelles organisations souhaitant rejoindre le plateforme. Parmi les décisions structurantes adoptées, l'Assemblée générale s'est focalisée sur la création de 2 commissions, dont la commission inclusion sociale et genre, chargée sur la promotion et promouvoir l'égalité et la protection des groupes vulnérables et de l'intégration des approches sensibles au genre et l'ensemble des projets du forum. Une seconde commission spécialisée destinée à améliorer le suivi, la coordination et le professionnalisme des initiatives locales afin de faciliter l'accès des organisations de l'intérieur du pays, également a annoncé le renforcement de ces antennes régionales. Je vous propose d'écouter ici une première intervention de leurs dirigeants. Aujourd'hui, bien sûr, l'ONGPLA a appuyé le forum pour, bien sûr, faire son assemblée générale, mais en même temps, bien sûr, créer une commission qui va, bien sûr, débattre avec les parlementaires, avec, bien sûr, les sectoriels, et qui vont créer ensemble ce qu'on appelle le comité technique tripartite dans le cadre du projet, depuis au dialogue, à la concertation de la société civile, des sectoriels et des membres du Parlement. Donc, d'autres associations nous ont rejoints aujourd'hui aussi. Donc, cette commission, bien sûr, sera présidée toujours par le président du forum, le Conseil national de la société civile est là aussi, l'ONG-EVA, l'ONG-PLA et d'autres associations vont bien sûr rejoindre ces groupes de thématiques qui vont travailler avec les parlementaires et avec les sectoriels. Djibouti Port Corridor Road, et ça, donc, est le service mobile d'urgence et de réanimation du CHU de Djibouti, a clôturé conjointement un programme de formation aux gestes de premier secours pour les personnels du DPCR. Cette initiative lancée le 22 juin 2025 s'est déroulée sur 4 mois et représente un investissement stratégique majeur dans le renforcement des capacités d'intervention d'urgence sur les corridors routiers nationaux. Plus de 100 collaboratrices et collaborateurs des PHCR, composés d'agents de terrain, personnel de bureau, de cadres et directeurs, ont bénéficié des modules de formation complets couvrant l'évaluation des situations critiques et les gestes suivis essentiels. La réanimation cardiaque de base, les protocoles d'alerte et la coordination avec les services de secours. À l'issue de cette formation intensive, les évaluations ont mis en évidence le niveau d'excellence remarquable parmi les nombres importants de participants. Parmi les meilleurs apprenants se sont distinguées plusieurs femmes et qui ont brillé tout au long du programme, démontrant ainsi non seulement une maîtrise exceptionnelle des compétences techniques de sauvetage et autres thématiques. Les 2 institutions réaffirment leur engagement à poursuivre ce partenariat stratégique et promouvoir l'égalité des genres dans leur institutions. Des clôtures de formation. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans cette formation? Et on sait que chaque minute, c'est une chance de plus pour sauver la personne qui est en danger aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. Je remercie aussi notre formateur, M. Ahmed, et notre formatrice, Nima, qui nous ont beaucoup aidé comment faire des gestes et comment sauver des gens. Cette formation, lancée dans le cadre de la convention du partenariat qui a été mis en place entre le SMUR de Djibouti et la DPCR, représente une étape importante dans la mise en œuvre de cette convention. Alors, pendant plusieurs mois, exactement 4 mois et demi, ce programme a permis de former, comme l'a souligné le responsable du SMUR, 110 participants et personnels de la DPCR, tout agent confondu. En effet, cette formation dispensée a couvert un ensemble de modules essentiels, parmi lesquels
la protection et l'alerte, l'évaluation de l'état d'une victime, la technique des positions latérales de sécurité, les manœuvres de réanimation de base et l'utilisation du défibrillateur externe automatique. Voici l'intervention du directeur du HCU de Djibouti. On l'écoute ensemble. Nous honorons 110 participants, tous personnels de la DPCR, qui ont accueilli des compétences essentielles pour sauver des vies. Votre engagement, votre assiduité et votre sens des devoirs illustrent parfaitement l'esprit des services publics auxquels nous sommes tous attachés. À cet effet, je tiens à saluer l'excellente collaboration entre le SMUR, le CHU de Djibouti et la DPCR. Cette formation est la preuve concrète qu'un partenariat basé sur la confiance, la complémentarité et la vision commune peut produire des résultats tangibles sur le terrain et durables. Ensemble, nous avons renforcé la chaîne de secours, amélioré notre réactivité et consolider notre capacité collective à intervenir efficacement sur le terrain. Et voici à présent l'extrait du directeur général du DPCR, Abdi Ibrahim Farah, qui est revenu sur l'importance de cette formation. Nous avons commencé cette aventure avec un objectif simple, que chacun de nous puisse devenir un acteur de sécurité capable d'agir en cas d'urgence. Aujourd'hui, je peux dire que cet objectif a été atteint. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires du CHU de Djibouti, du SMIR. Votre professionnalisme et votre patience ont été incroyables. Vous nous avez transmis une vraie culture de vigilance et de solidarité. Merci pour cela. Bravo à tous les participants. Vous avez travaillé dur, vous avez appris beaucoup et certains se sont particulièrement distingués. Je vais aussi saluer nos collègues féminines qui ont brillé par leur sérieux et leurs compétences. Vous montrez que le talent n'a pas de genre. Donc, les compétences que vous avez acquises ne resteront pas dans cette salle. Elles vous rendront capables d'agir partout, au travail, à la maison et sur nos routes. Vous êtes maintenant des relais de sécurité pour vos équipes, vos familles et tous ceux qui empruntent nos corridors routiers. Vous savez, quand il y a un accident, savoir déjà comprendre ce qui se passe, savoir comprendre ce qu'il faut faire, c'est déjà très important. Vous savez, quand vous êtes des parents, vous avez votre enfant, par exemple, qui peut avaler n'importe quoi, savoir maintenant ce qu'il faut faire déjà, c'est ça qui est très important. Cette formation n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle étape pour DPCR où la sécurité devient un réflexe, une vraie responsabilité que nous partageons tous. Nous continuerons à former, à innover et à améliorer la sécurité sur nos routes. Bientôt, nous continuerons cette collaboration avec le SMIR pour former l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie nationale. Nous allons dans les régions de l'intérieur à présent avec une délégation de haut niveau de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Accompagné par les délégués et membres participants à la 5e réunion annuelle du comité directeur des fonds régionaux de la migration, ainsi que les représentants du KfW, Banque allemande de développement, effectué jeudi une visite officielle de terrain à l'ICBA. La délégation a été chaleureusement accueillie par le préfet Abdelmalek Mohamed Bouneita, par le président du conseil régional d'Obok, Charmaki Hassan Alalé. La délégation a commencé à visiter le lycée technique de l'ICBA où un important chantier de réhabilitation et d'extension est en cours, exécuté par l'entreprise KAO. Et les responsables ont pu examiner les blocs pédagogiques, administratifs et les nouvelles infrastructures destinées à renforcer la formation professionnelle des jeunes.
les deux projets structurants financés par le RMF visant donc à améliorer les structures locales. Bientôt l'installation donc de 24 magasins sur le continent, dans la région, et à renforcer ainsi l'autonomisation des régions de l'intérieur. Dans le cadre de sa deuxième journée, le comité directeur a visité les stands construits pour les écoles, observation concrète de l'impact des investissements et d'identifier les bonnes pratiques, de mieux comprendre les contraintes opérationnelles, de renforcer les coopérations entre acteurs locaux et régionaux. La mission étant conduite par Kasso, coordinateur du RMF au sein de l'IGAD, accompagné des représentants des membres et membres de l'IGAD, représentants de la division de la santé et du développement social de l'IGAD, ainsi que l'ambassadeur M. Megag, qui a déclaré lors de cette tournée, les investissements du RMF renforcent les infrastructures essentielles, soutiennent les moyens de substance et améliorent la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés de la région. Restons donc dans les régions de l'intérieur, toujours pour la deuxième journée consécutive après Bissidi Rouf, la délégation conduite par le président du conseil régional de Boc, le préfet adjoint, en compagnie d'une délégation de l'UNICEF, résidente Madame Bisdestel, accompagnée FONCAP vers la localité de La Hassa. La population du village, avec à leur tête leur chef coutumier, ont réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation avant de rencontrer la communauté. La mission conduite a pour objectif de construire donc des forages pour cette population. Par la suite, la délégation a eu des échanges avec les représentants de la communauté au sein de la localité, construite traditionnellement par les habitants eux-mêmes, avec l'appui des cadres issus de la localité visant dans la capitale. Ce local servira de dortoir pour les enfants, de campement également. Après les mots de bienvenue, la population a exposé les nombreuses difficultés quotidiennes de la population du village. Les discussions ont porté sur l'éducation, la santé, la problématique liée à l'accès à l'eau, ainsi que l'appui à apporter aux initiatives communautaires. À tour de rôle, donc, le préfet adjoint et le président du conseil régional, la représentante résidente de l'UNICEF, se sont déclarés réjouis de l'hospitalité et de la communauté pour l'accueil. Ils ont également rassuré les habitants de La Hassa que les réponses seront apportées à leurs préoccupations. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières régionales. Pour commencer, un volcan éthiopien entre en éruption après 12 000 ans de sommeil. Les cendres atteignent les pays arabes. Un volcan éthiopien appelé El Gobi est entré en éruption dans le nord-est de l'Éthiopie, un événement géologique rare qui se produit pour la première fois depuis environ 12 000 ans, selon le programme mondial de la volcanologie. Le volcan est situé dans la région Afar, au sein des zones de rift, et qui connaît une activité tectonique intense. Aucun enregistrement connu d'éruption de ce volcan n'existe au cours des 10 derniers millénaires, bien que des archives de la région soient limitées. Le volcan, qui cumule environ 500 mètres, a projeté d'immenses colonnes de fumée atteignant les 14 km de hauteur avant son activité ne se calme après quelques heures. Le centre de surveillance des centres de volcaniques à Toulouse indique que les nuages se sont déplacés vers le Yémen, le sultanat d'Oman, l'Inde et le nord du Pakistan. Et à Gaza, pour terminer, donc, l'Israël mène des frappes aériennes dans le quartier de Haret, dans le banlieue de Beyrouth, marquant le premier bombardement direct de la capitale libanaise depuis juin. L'attaque a entraîné la mort du chef d'état-major du Hezbollah, Haitham Ali, ainsi que plusieurs autres victimes civiles, selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne a déclaré que l'opération visait à empêcher le Hezbollah de
réarmer et reconstruire ses capacités militaires. De son côté, le Hezbollah a condamné la frappe, le qualifiant de violation grave de la trêve d'escalade dangereuse. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé l'attaque et a appelé à la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux frappes israéliennes. Ces montées de tensions interviennent alors que les frontières libano-israéliennes connaissent déjà des activités militaires accrues, que Beyrouth tente de préserver l'accord du cessez-le-feu en vigueur depuis près d'un an. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Télé Djibouti, les infos continuent.